vous vous dites que c'était compliqué et qu'on pourrait faire plus compliqué. Alors regardez bien, on avait un truc un peu compliqué, on va le rendre encore un peu plus tordu, question de s'amuser un peu. Alors tu vas voir que le tenseur de Cauchy, je le découpe entre la pression et un tenseur taux que j'appelle le tenseur des extra-contraintes. Et l'énergie interne, je la coupe entre un terme qui est moins P rho plus H, qui est donc une sorte de changement de variable. Et le H, on l'appelle l'enthalpie. Donc maintenant, tu avais l'énergie interne, et maintenant, tu as l'enthalpie. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi avoir introduit ça? Alors, vous allez voir que c'est pour rendre les choses plus faciles. Alors là, déjà, tout de suite, tu te dis, oui. Mais déjà, je comprends rien. Alors, vous me disiez qu'il y avait l'énergie interne qui disait si un objet était chaud ou pas. Ça, je capte plus ou moins. Maintenant, vous me dites, on va définir l'enthalpie. Mais c'est quoi l'enthalpie? C'est les chaud ou pas? Non, c'est l'énergie interne avec un terme P sur ρ. Alors, j'ai une petite question pour vous qui êtes sur le chat. Quelle est la différence entre l'enthalpie et l'énergie interne quand on analyse le fait qu'un truc chauffe ou pas? Il est conseillé d'utiliser l'enthalpie dans certains cas et d'utiliser l'énergie interne dans d'autres cas. Est-ce que tu as une idée de quand est-ce qu'il faut utiliser l'enthalpie? Ah, ça c'est une good question. Parce que par exemple, tu as eu des cours de chimie et on a parlé des enthalpies de réaction. Et pourquoi on ne parle pas des énergies internes de réaction? Vous avez une idée pour ça? Ah, ça c'est une bonne question, tu te dis tout de suite. Ça c'est une question à 5 coupons, sponsorisée par votre prof de thermodynamique favori. Je me souviens que vous avez un prof de thermodynamique, c'est du top du top. Quand est-ce qu'on utilise l'enthalpie? Ouais, quand ça concerne l'énergie thermique, mais oui, mais les deux, c'est un peu thermique, c'est quand c'est chaud. Quand il n'y a pas de variation de pression, ouais, Alexandre, ça c'est bien, Alexandre. Alexandre, il a gagné. Ouais, on prend l'enthalpie quand la pression est constante et on prend l'énergie interne quand le volume est constant. Alors, il y a une bonne petite question de quelqu'un qui me dit, oui, mais le delta, c'est quoi? Le delta, c'est vrai que je ne l'ai pas défini, c'est une bonne question. Le delta, c'est le tenseur identité, les enfants. Donc, le tenseur identité, donc c'est ça, hein. Quand je le représente pour un système d'axe cartésien x, y, z, c'est ça. Ok? Donc c'est ça le tenseur identité. Donc ça veut dire que le tenseur des contraintes, qui est en 3 dimensions, une matrice 3 x 3, en x, y, z, il y a une composante diagonale qui est la pression. Oui, la pression c'est une force normale. Quand tu as une frontière, elle applique une pression normale dessus. Et puis tu as le tenseur extra-contrainte, ça c'est les forces tangentielles. Donc bien voir, j'ai un petit volume élémentaire de fluide comme ça. D'accord? Et donc tu as les forces perpendiculaires comme ça. Tu vois? Ça c'est sigma xx. Sale gosse. Ça c'est sigma yy. Ça c'est sigma yy. Ça, c'est sigma xx. Ça, c'est les composantes diagonales. Et ça, c'est la pression. Tandis que le cisaillement, c'est par exemple ça. Sigma xy, sigma xy. Ok? Donc, quand tu as une petite boîte de fluide, tu peux soit la comprimer avec une pression, ou la dilater si la pression fait une explosion. Ok, si tu la comprimes, tu as une pression positive. Alors tu vois tout de suite, hein, regarde, tu la comprimes, et donc la pression est positive, et donc le sigma est négatif, donc moins P. Pilou, pilou, pilou. Ok, et sigma, c'est quand tu fais du cisaillement. Le cisaillement, c'est quand tu fais ça. Là, scratch. Et pression, c'est comme ça. Donc tu comprimes, et puis tu peux faire cisailler comme ça. Tu vois, quand tu veux faire des tortures à ta femme et tout ça, tu peux la cisailler,
ou tu peux la comprimer, pas la même chose. Ok? Pilou. Ok? Alors, en effet, le petit Alexandre a tout à fait raison. Je crois que c'est celui-là. Hein. Il y en a un qui m'a dit, c'est quand pirlou, la pression est constante. Ouais. Quand tu fais une expérience à pression constante, c'est plus facile d'écrire le bilan d'énergie en termes d'enthalpie. Quand tu fais un bilan d'énergie, on va dire thermique, hein, un bilan d'énergie, quand tu es à volume constant, c'est plus facile de le faire en termes d'énergie interne. Alors pourquoi est-ce qu'on parle par exemple d'enthalpie de réaction? Ben parce que typiquement, tu imagines que tu es en train de faire ta cuisine dans ta casserole qui est ouverte et tu mets un peu de pirli-pipi avec du pirli-poulou et de balade et tout, et que la casserole est ouverte, ben tu es à pression atmosphérique. Et donc, si brutalement tout commence à chauffer, ben tu vois apparaître un terme d'enthalpie. Par contre, si tu fais ton énergie, ta réaction chimique dans une casserole à pression, et à la pression qu'augmente, et c'est le fameux P rho, PV, tu te souviens, PV, rho, c'est en fait le truc. Et donc, là, tu as plutôt tendance à travailler en termes d'énergie interne. Et on va te dire en chimie, ah mais à ce moment-là, fais gaffe, si tu es dans une casserole à pression, tu dois tenir compte que une partie de l'énergie va servir à augmenter la pression, éventuellement ta casserole va te péter dans la gueule. Tu notes aussi que de temps en temps, quand tu chauffes l'eau dans une casserole à pression, ça va plus vite que quand tu le fais. C'est intéressant. Ok. Alors là, je le fais un peu court et un peu fast, parce que sinon on n'y arrivera pas. Si je fais un peu d'algèbre, ben, tu regardes, pour avoir le bilan d'enthalpie, ben, qu'est-ce que je ferai? Je prends le bilan d'énergie interne que j'avais développé juste avant, je le mets dans le changement de variable, je fais des dérivés en cascade. Alors tu vois, attention, c'est une dérivée de P sur ρ, donc tu vas être capable de dériver un quotient de fonction. Oh, ça c'est chaud, c'est chaud. Tu fais des petites manipulations mathématiques. Hein, et tu vois ici, j'ai des petites manipulations. Ce terme est là, ça annule. Ben oui. Et tu obtiens, regarde bien, ce terme-ci. Ok? Tu vois que d'une certaine manière, regarde l'équation de bilan de quantité de celui-ci, regarde, celui-là, les trois termes étaient ici, et tu vois que maintenant quand je fais l'enthalpie, tu vois que j'ai cette équation-ci. Donc tu vois que le terme de dissipation visqueuse, il s'écrit maintenant d'eau 2.d, et tu as maintenant une dérivée matérielle de la pression. Et tu vois tout de suite, quand la pression est constante, ce dp/dt vaut 0. Et donc, c'est plus facile de travailler en termes d'enthalpie. Mais attention, hein, il y a un moyen de le faire en énergie interne. Et je vais même t'avouer un truc. Au début, la première fois qu'on m'a expliqué ces trucs d'enthalpie, je me suis dit, mais ils me font chier avec ces trucs d'enthalpie. Moi, j'ai pas envie d'avoir d'enthalpie. Et je continuais à faire tous mes calculs avec uniquement l'énergie interne en me disant, toutes ces variables en trop, ça... Eh ben, tu peux le faire. Tu peux décréter que tu veux jamais parler d'énergie interne et tu le fais jamais. Mais quand même, après un certain nombre de fois où tu vas faire des exercices, tu vas voir quand même que c'est pratique de temps en temps de travailler en termes d'enthalpie interne. Enthalpie, bah déjà parce que tu as des tables, tu vois, avec tes réactions chimiques où il n'y a que des enthalpies. Donc si chaque fois tu dois les transformer en énergie interne, ça va être chiant. Donc tu vois que de temps en temps, c'est quand même vachement utile. Mais c'est un peu d'algèbre, c'est pas très mal. Donc, je rappelle, les lois de conservation, tu peux les dessiner et tu vois comment je les ai trouvées. Hein. Chaque fois que j'ai un terme qui vient de la frontière, donc un terme de type PD, QD, FD, MD, il y a toujours, quand je l'écris sous forme locale, un terme en divergence. Et donc en fait, tu retiens ces dessins, et à partir des jeux de ces dessins, tu es capable d'écrire sans faire aucune algèbre, uniquement en observant le dessin, les équations. Donc c'est ce que je fais. Alors ça, c'est les volumes matériels, les volumes de contrôle, j'ai fait les volumes matériels juste avant. Et donc, j'ai mes recrues. Regarde bien.
volume matériel. Ça, c'est la quantité que je conserve. Ça, c'est le terme suivant. C'est ceci. Regarde bien. Oui, je l'ai fait un peu vite. Regarde, on va le faire proprement. Donc la quantité que je conserve, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le flux, ben, c'est chaque fois la quantité fois la vitesse. D'accord? Le terme d'apport de volume, ben, celui-là, c'est ce terme-ci, c'est ce terme-là. Le terme qui passe par les frontières, il y a une divergence, c'est celui-ci et c'est celui-là. Avec le truc spécial que Bird n'aimait pas. Donc tu vois le moins là, devant le terme bleu en termes d'énergie et le plus qui est ici. Là il y a un moins. Et là il y a un plus. Et les Birdiens n'aiment pas ça. Donc ils avaient remplacé sigma par moins sigma. Et puis le fameux transfert de puissance interne qui est ce terme-ci. Ok? Et tu vois, tu obtiens ça comme une lettre à la poste. Tu n'as même plus besoin de réfléchir. Ces équations, elles ont une certaine symétrie, une beauté intrinsèque. Il y a juste la petite exception qui rend fou Monsieur Bird, que le sigma, il n'a pas de moins et le Q, il a moins. Mais tu retiens dans ta petite tête que le flux de chaleur, il va du chaud vers le froid et que ça aurait été quand même débile de le mettre avec un moins. Et qu'on a décidé que quand tu tirais, c'était positif. Et donc là, c'est comme ça. Et on a les formes locales. Toutes nos équations. Et donc tu vois que tu as à chaque fois les trois lois. Bilan de masse, bilan de quantité de mouvement, bilan d'énergie. Et puis on a de l'autre côté ben, le fait que sigma est transposé. Ça c'est le bilan de moment de quantité de mouvement. Et puis la définition formelle avec, tu vois, l'exception birdienne. Le moins, le moins, le moins, le moins. Voyez ça? Et si on ne l'avait pas défini comme ça, hein, eh ben, hein, ou celui qui manque, ou bien le fait ici que tu l'as pas là, le fait ici que tu l'as pas là, et le fait ici que tu l'as pas là. Ok? Et alors encore, j'aurais pu les écrire un peu différemment. Tu te souviens que la forme non conservative et la forme conservative, c'est exactement des équations semblables. Elles, tous les deux, elles font un bilan qui conserve parfaitement les trucs. C'est juste quand on fait une méthode numérique qu'il est mieux, sous un domaine eulérien, de travailler avec la formulation, par exemple, conservative, si tu fais des différences finies. Mais mathématiquement, on l'a montré, tu peux le remontrer, que ces équations sont parfaitement, exactement équivalentes. Pilou, pilou, pilou. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, il reste un truc qui est un petit mot pour nos amis qui aiment la thermodynamique. Il y a ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, qui dit que quand tu as un volume matériel, il y a une quantité qui s'appelle l'entropie qui ne fait que grandir. Et tu as des apports d'entropie hein, à distance et par le contact. Et tu vois, c'est les termes que j'ai définis là. Et tu peux écrire l'inégalité de Clausius-Duhem. Bon, là, on va aller un peu vite parce que sinon on va passer du temps. Ok? On a défini des jolis tenseurs pour construire notre modèle. Pilou, pilou. Tu vois, le gradient de vitesse, je l'ai coupé dans la partie symétrique et antisymétrique. La partie symétrique, c'est le tenseur des déformations. Et maintenant, je peux couper le tenseur des déformations en une partie sphérique et une partie déviatoire. La partie sphérique, c'est je prends, tu vois, la double contraction de D avec le tenseur identité et je le multiplie par un tenseur identité fois 3 pour obtenir une partie sphérique. Alors regarde, je vais te le montrer sur un exemple à quoi ça sert parce que c'est peut-être un peu plus. Donc je vais le faire en 1D. Donc en 1D, c'est ça, en 2D. D, c'est ça, dxx, dxy, dxy, dyy. Ok? Alors, ce que je fais, c'est, je dis que je l'écris comme la double contraction de celui-là. Attention, D est symétrique. Ok?
Et je fais la double contraction de ce truc-là avec le tenseur identité. Donc ça. Donc, G, ça va me donner un scalaire. Et donc, je prends le tenseur identité, et comme je suis en dimension 2, je vais le diviser par 2, pour que ça fait exactement ce que je veux. Donc, ça fait ça. Fois dx plus dy. Et ça, fondamentalement, c'est rien d'autre que la divergence de la vitesse. Ok. Donc, j'ai le tenseur ID. Donc, ceci, c'est la divergence de la vitesse fois le tenseur 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, divisé par 3. Ok. Et puis, je prends le D original auquel je lui retire ce que je viens de faire ça. Ok. Et ça, on l'appelle la partie déviatoire. Ok. Alors, B, Carafoul, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que je divise par 3? Ben parce que si je prends le tenseur identité et que je veux calculer sa partie sphérique, eh ben je voudrais avoir le tenseur identité. Et donc si tu additionnes, tu fais la double contraction du tenseur identité par lui-même, ça fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Et donc c'est pour ça que tu divises par 3. Eh, c'est petit le gamin. Hein? Ok, alors tu fais ça. Alors maintenant, pour obtenir mon modèle, pilou pilou, voilà le modèle du fluide visqueux newtonien. Alors tu vois que j'ai le sigma, que j'écris comme étant P fois le tenseur identité, plus une viscosité de volume multipliée par la partie sphérique du ds, plus une partie de cisaillement qui est multipliée par une viscosité de cisaillement, le flux de chaleur qui dépend de la conductibilité thermique. Tu vois que tous ces trucs-là, il faut les écrire en termes de P et de T. Il faut une loi de comportement pour décrire ρ en fonction de P et de T. Il faut une loi de comportement pour, par exemple, définir l'enthalpie ou l'énergie interne en fonction de P et de T. Il faut une loi de comportement qui te dit comment évolue l'entropie. Et il faut que tu écrives un modèle mathématique qui satisfasse au second principe de la thermodynamique. D'accord? Et donc, ça te donne des lois. Ça te dit, par exemple, que si tu as une conductivité ou des viscosités constantes, elles doivent être positives. Sinon, ton matériau ne satisfait pas à la loi, la seconde loi de la thermodynamique, c'est-à-dire que l'entropie ne fait qu'augmenter. Donc, tu ne peux pas avoir des matériaux à viscosité négative. Si tu fais ça, ben, au lieu d'avoir l'entropie, c'est-à-dire le bordel qui ne fait qu'augmenter dans l'univers, tu vas avoir brutalement le monde qui se réordonne. Et ça, c'est contraire à ce qu'on a observé, à la seconde loi de la thermodynamique. Bon, après, on peut discuter si vous pensez que c'est pas vrai qu'on va dans un monde où tout le désordre augmente. Ok? Et donc, ça veut dire que quand tu vas essayer de trouver les relations kappa chapeau, mu chapeau, K chapeau, ρ chapeau, H chapeau, S chapeau, il faut les faire de telle manière à ce que le modèle satisfasse aux lois de la thermodynamique et en particulier qui satisfasse le second principe de la thermodynamique. S'il ne fait pas ça, tu génères un modèle mathématique qui risque d'avoir des comportements complètement bizarroïdes. Par exemple, comme comportement non bizarroïde que tu ne peux pas accepter, c'est que la manière dont réagit le fluide ne dépendrait pas que de son histoire passée, ce qui est légitime, mais également de ce qu'il va subir dans le futur. Et ça, c'est pas possible. Donc t'imagines, ta copine est là, tu ne lui as pas encore donné la baffe, mais elle sait déjà qu'elle a mal. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas acceptable. Donc ça, c'est une loi de comportement qui n'est pas, entre guillemets, acceptable au niveau de la seconde loi de la thermodynamique. Tu ne peux pas avoir un matériau qui déjà réagit en anticipation des sollicitations qu'il va savoir. Donc il ne peut pas, avant l'élection, déjà déprimer parce que Donald Trump va rater. C'est pas possible. Parce qu'il ne connaît pas encore le résultat de l'élection. Alors tu vas me dire, oui, mais l'être humain, il peut faire ça. Ben non, il réagit en fonction de ce qu'il pense qui va se passer.
mais pas en fonction de ce qui va se passer. Ok? Alors, quelques ordres de grandeur de la viscosité, ça peut toujours être un peu amusant. Donc, tu vois que l'air a une viscosité relativement basse. On parle des viscosités de cisaillement ici. Tu vois que l'eau, bah, c'est un peu plus visqueux que l'air, mais pas des masses. C'est pour ça que te balader dans l'eau, eh ben, c'est plus fatigant de marcher dans l'eau que dans l'air. Si tu es dans l'huile légère, ben, c'est un peu visqueux. L'huile d'olive, c'est plus visqueux. La glycérine, c'est plus visqueux. Le miel, c'est encore plus visqueux. Le sirop lourd, ouais, c'est le truc qu'il y a dans les boîtes là, quand tu achètes des trucs un peu dégueulasses. Ça, c'est truc. Le polymère fondu, polymère fondu, tu vois, le silicone là. Ça, c'est visqueux. L'asphalte, bah ouais, l'asphalte fondu, ça, c'est vachement visqueux. Ah, tu t'imagines les pauvres gars qui doivent manipuler ça. Le verre fondu, ça, c'est vachement visqueux. Et là, il paraît que même le verre qui n'est pas fondu, il s'écoule. Pas vite, hein. C'est vachement, tu vois, 10 exposants à 40. Il s'écoule, mais pas vite, vite, vite. Hein. Pilou. Et maintenant, avec toutes mes équations, j'ai un nombre d'inconnus qui est exactement égal au nombre d'équations. Comme dirait l'autre, le compte est bon. J'ai le même nombre d'équations que de champs inconnus. J'ai fait le décompte de toutes les équations. Alors, vous voyez, j'ai identifié de manière un peu arbitraire que, par exemple, la masse volumique, je l'associe à la conservation locale de la masse. La vitesse, je l'associe à la conservation locale de la quantité de mouvement. La température, à la conservation locale de l'énergie. Et puis, pour toutes les inconnues en trop, ben, j'ai des équations dites de comportement. On appelle ça constitutive equation. Bon, ma traduction, je devrais plus m'auto. Les Français, ils disent plutôt loi de comportement. Ouais, ça, c'est le reliquat d'anciens collègues qui traduisaient parfois un peu au mot à mot les références anglophones et qui disaient des équations de constitutive. Parce qu'en anglais, on parle de constitutive equation. En français, on dit plutôt loi de comportement. Donc, le constitution, là, sur le slide, je devrais un jour changer ça. Mais vous savez, ce qu'on peut faire demain, c'est tellement mieux de le faire demain. Alors, qu'est-ce que je vois encore à côté? Alors, vous avez vu ce modèle, il est vachement compliqué. Et il est super difficile. Et pourtant, il y a des choses que je ne peux pas modéliser avec ce modèle hyper compliqué. Par exemple, ce qu'on appelle le delay d'Icewell. Quand on a des polymères fondus qui sortent d'une filière, et bien normalement, quand tu as un écoulement newtonien, quand il sort d'une filière, ici, tu as un profil parabolique. Et là, tu as un profil qui est un plug faux. Donc en fait, sous l'effet du réarrangement du profil de vitesse, l'écoulement d'eau va gonfler. Et bien, quand vous avez des fluides complexes, regardez bien ce qui se passe. Il sort, et après un certain temps, il se dit tout de même, je suis sorti. Et il se met à gonfler avec un certain retard. Ça, c'est un comportement d'un fluide viscoélastique. Et pour avoir ça, il faut des modèles compliqués qui sortent du cadre de ce cours. Et il y a plein d'effets bizarres. Donc quand tu as un plastique fondu qui sort d'une filière, il gonfle avec un certain retard. Il se dit, je suis sorti, je vais gonfler. Ok? Alors, un petit rappel rapide du monde magique des équations de comportement. Il y a deux modèles idéaux. C'est le solide élastique, le ressort, où on relie le tenseur des contraintes à la déformation du ressort. Et on a les contraintes du fluide newtonien auxquelles on va relier les contraintes à la pression et à la vitesse de dilatation de compression du fluide via une viscosité de volume et à la vitesse de cisaillement, la manière dont tu appliques un cisaillement au fluide via une viscosité de cisaillement. Pilou. Et bien ça, j'ai mon modèle final de mécanique des milieux continus pour mes équations. J'ai mon modèle de mécanique des milieux continus pour des fluides newtoniens. Alors, si vous voulez faire des trucs plus compliqués, il faut faire des modèles rhéologiques. Mais ça, c'est vachement plus compliqué. Il y a un cours qui s'appelle rhéologie qui vous explique ça.
que je donnais à une époque avec des collègues savants comme Monsieur Koenigs. Et maintenant, c'est une certaine Evelyn Van Ruymbeek qui explique ça. Elle fait ça super bien. C'est le top du top. Et là, c'est le monde magique des fluides qui ne sont pas newtoniens. Mais ça, c'est pas le cadre de ce cours. Ouais, un jour, je vous ferai un petit podcast sur les fluides non newtoniens. Vous allez voir, c'est rigolo à mort. Bon, alors, ça clôture ce